Donc nous allons maintenant passer à la première session de travail, qui sont des échanges de points de vue, qui vont être modérés par Nawel Skandrani, qui est membre du conseil d'administration du Fonds Roberto Cimetta. Je ne vois pas Nawel. Ah voilà, excuse-moi, juste en face de moi en plus. Bon. Nawel, s'il te plaît. Et nous invitons à la table, bien sûr, Madame Mona Kazinkar, directrice générale de l'Institut du monde arabe. Nous sommes très honorés de votre présence, Madame. Aber Soliman de Giza. Vahid Evazadeh n'a pas pu venir, hein, c'est ça? Vahid, il a eu un problème de visa. Ouais. Il est iranien, oui, c'est ça, oui. Et il habite à Copenhague. Et donc, pour aller de Copenhague à Beyrouth, ça ne marche pas comme ça. Et Nada Ghosn, qui est directrice du Centre d'art de Beyrouth. Je vous laisse la place. Français, anglais et arabe. Donc n'hésitez pas à prendre des écouteurs et à prendre la parole dans votre langage préféré. Merci. Bonjour, donc je suis Nawel Skandrani et je fais partie du board, du conseil d'administration du Fonds Roberto Cimetta. Je suis chorégraphe et je viens de Tunisie. D'abord, je suis très contente d'accueillir Madame Mona Kazinkar de l'Institut du monde arabe, et à qui je vais tout de suite donner la parole, et ensuite on passera la parole à Aber Soliman qui vient d'Égypte, et pardon, parce que je n'ai pas préparé tout, et à Nada Ghosn de Liban. Voilà. Bonjour. Et merci beaucoup. Je vous remercie de me donner l'occasion d'être avec vous et de pouvoir échanger avec vous. Si je suis aujourd'hui... Si je suis là aujourd'hui avec vous ce matin à Beyrouth, c'est grâce à la mobilité et grâce notamment à l'invitation de l'ambassade de France et à l'Institut français qui m'a donné l'occasion ce matin d'être avec vous, mais qui m'a donné aussi l'occasion avant-hier d'intervenir dans le cadre de rencontres de la résidence de Pau sur l'Institut du monde arabe et notamment sur sa politique culturelle dans le domaine de l'art contemporain arabe. Ce qui était intéressant, bien sûr, dans cette rencontre, entre autres, c'était l'occasion aussi qui m'était donnée d'échanger avec les acteurs et les artistes à Beyrouth et dans cette région. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Institut du monde arabe? Parce que, bon, encore une fois, nous avons un peu les mêmes missions, les mêmes vocations, etc. L'Institut du monde arabe est une fondation de droit privé qui était créée par la France et 22 pays, les 22 pays de la Ligue arabe en 1980, et le bâtiment a été inauguré en 1987. Donc cette année, nous fêtons notre 25e anniversaire. Notre mission est de faire connaître et de promouvoir l'héritage, la culture et la langue arabe. Nous faisons ça
nous faisons ça grâce à différentes actions et grâce à différents secteurs d'activité, notamment la bibliothèque de l'Institut du monde arabe, dans laquelle nous avons à peu près 80 000 ouvrages en langue française, arabe, anglais sur le monde arabe contemporain, grâce à notre musée, qui est un musée de civilisation arabe, et dans lequel nous avons aussi des collections qui présentent un peu le patrimoine et l'héritage et la pluralité et la richesse et la diversité du monde arabe. Parce que le monde arabe, c'est aussi différentes religions, différentes traditions et différentes langues. Nous avons aussi des activités hebdomadaires, trimestrielles, mensuelles, comme par exemple nos rencontres hebdomadaires tous les jeudis qui s'appellent les jeudis de Lima, et pendant lesquels il y a des débats sur des sujets d'actualité, sur l'économie dans le monde arabe, les sociétés, la religion, la politique, etc. Nous avons aussi un café littéraire dans lequel nous traitons de l'actualité éditoriale sur le monde arabe. Nous avons des concerts de musique dans lesquels sont invités des musiciens du monde arabe pour effectuer des concerts. Nous avons aussi des colloques et nous avons aussi un centre d'apprentissage de la langue et de la civilisation arabe pour les jeunes et pour les adultes. Et nous avons des activités pédagogiques et éducatives pour les jeunes et les enfants. Un résumé, toutes ces activités, toutes ces actions, nous ne pouvons pas les mener tout seuls. Nous avons besoin, bien sûr, de coopérer avec des acteurs culturels dans le monde arabe, en Europe, mais aussi nous travaillons avec des créateurs dans le monde arabe, d'origine arabe, et des artistes aussi arabes dans le monde arabe ou en Europe. C'est pour vous dire qu'encore une fois, notre action, nous ne pouvons pas mener à bien notre action sans la mobilité des acteurs culturels et sans la mobilité des artistes, des créateurs, des écrivains arabes qui ont beaucoup de talent et qui méritent davantage d'être montrés à toutes les occasions. Moi, ce matin, rien qu'en regardant le PowerPoint, et pourtant un PowerPoint, c'est des textes et tout ça, j'ai remarqué des logos, et des logos faits par des artistes arabes et des graphistes arabes, et notamment des logos qui sont superbes, comme le logo de Istikshaf, de Safar. Il y avait un troisième logo aussi qui était très... iAct aussi, très très fort, au niveau graphique, au niveau des messages, etc. C'est pour vous dire qu'il y a des talents et ces talents, on va gagner davantage en les montrant et en permettant à ces artistes aussi de pouvoir échanger avec d'autres artistes occidentaux. Donc, encore une fois, l'importance de la mobilité, et je pense que, et je suis confiante et j'espère que notre présence ensemble ce matin va nous permettre davantage aussi à travailler ensemble et à pouvoir permettre à des artistes et des créateurs de voyager et de se présenter dans des plateformes internationaux. Merci beaucoup. Merci, madame. J'ai toujours un problème avec la technologie. Merci beaucoup, madame. Et donc, je vais donner la parole tout de suite à Rabil Slimane, qui nous vient de Giza. مش عارفة أنا أقول إيه في وسط. أوكي. في وسط المشاركات المهمة جدا اللي كلها عن الاستراتيجيز وعن أرقام مهمة عن التجوال. سيمبلي أنا راوية وكاتبة بعيش في مصر، وحصل إن أنا جات لي دعوة. أنا أحكي لكم عن رحلتي لبالي لإندونيسيا.
جات لي دعوة من مهرجان للكتاب في بالي ان انا اشارك، بس كان عندهم ميزانية محدودة، فقلت لهم اوكي انا هاجي على حسابي. وبعدين فكرت ان ادور على جوجل اشوف لو حد يقدر تسبورت الرحلة بتاعتي دي، وفعلا لقيت روبرتو شيميتا فاند ابليكيشن، ولقيت ان عندهم شروط جوه المنطقة الحوض اليورو ميديترينيان كونتريز والسفر والتجوال داخلها. فأنا عايزة أروح الشرق الأقصى، فلقيت مع بعض الاستثناءات القليلة جدا وأنا بفت في الاستثناء ده، فعملت الابليكيشن وفعلا جالي الرد. اوكي I was so happy. أنا سافرت إندونيسيا مرتين، واللي عايزه احكيه لكم عن تجربتي في اندونيسيا له علاقه بجزيرتين. انا ماي باك جراوند، انا من مصر، مسلمه متربيه في الكونتري سايد في الدلتا، لاب شيخ خريج ازهر، عائله متحفظه جدا. طبعا السفر ابتدى عندي من وانا طفله صغيره، انا عايزه اسيب القريه الصغيره دي واشوف المدينه الكبيره. دي الباك جراوند بتاعتي. فانا رايحه لاندونيسيا، دولة مسلمة فقيرة، بالباك جراوند اللي أنا حكيت لكم عنها. فهحكي لكم الآن عن جزيرتين. الجزيرة الأولى كانت ماكاسار، ودي جزيرة كلها مسلمين. فحصل إن أنا اتحطيت في ديبيت مع كاتبة من إندونيسيا محجبة، يبدو شكلها إنها متحفظة جدا، بتكتب شعر وبتكتب أدب. فهي بدأت الديبيت بأنها سألتني انتي شكلك متحرر قوي، شعرك منكوش وجريئة فاحكي لي عن الستات في بلدكم. والكتاب بتاعي اللي أنا نشرته كان اسمه يوميات عانس. هو كان شكل ان انا بستفز بيه المجتمع، ان هو ان انا فوق ال30 مش متجوزة، وبالنسبة لهم دي مصيبة، يعني ازاي يعني فيك ايه غلط. فكنت بحاول اقول للناس ان ما فيهاش اي حاجه غلط. وحصل ان الكتاب الغلاف بتاعه سكتش نيود لبنت عليها ورقه توت لونها فوشيا. فلهذه الاسباب للغلاف والمحتوى الكتاب والدي ما عرفش اي حاجه عنه، برغم ان هو كان في فتره من اكتر الكتب مبيعا في مصر. فحكيت لها ده، فبتقولي احكي لي عن وضع المرأة. قلت لها اوكي. فحكيت لها، قلت لها بمنتهى البساطة انت شايفة الكتاب جريء والكتابة جريئة، بس انا ما اقدرش اوري الكتاب لابويا. فقلت لها احكي لي انت، هي محجبة، فقلت لها احكي لي انت باباكي ازاي بيتعامل مع فنك. هي قالت لا انا بابايا فيري سبورتيف وبيشاركني جدا. فحصل انها قرت جزء من الكتاب بتاعها and it was totally erotic. بصت لها ولحجابها ولشكلها ولكتابتها ولعيلتها، وقلت لها انا كنت اتمنى ان اكون مسلمه زيك، رغم ان انا كمان مسلمه بس عندي اسلام مختلف. فدي كانت اول حاجه انا فهمتها من الرحله دي، او انا لمستها، ان في implementations مختلفه، ورغم الفقر الشديد الا ان الناس عندهم حاله سعاده غير حالة الغضب والحزن اللي في مصر. ثورة وظروف اقتصادية وتفاصيل كتيرة. هاخدكم للجزيرة التانية اللي أنا رحتها وهي كانت بالي. هحكي لكم عن حاجتين فيها. المشهد الأول، أولا بالي بلد جميلة جدا، يعني هي من وجهة نظري هي الجنة كما وصفت في الكتب المقدسة. فكنت حاسة إن أنا ربنا مكافئني على حاجة حلوة قوي، إنه بعتني الجنة شوية. عندهم تقدير للفن غير عادي، يمكن له علاقة بالطبيعة أكيد. يعني احنا طبيعتنا صحراوية، ما عندناش، يمكن لبنان فيها جبال وخضرة، مصر مختلفة شوية برغم من الأشكال الحضارية المميزة لمصر، بس هي كطبيعة ما فيهاش الخضار، ما فيهاش المنظر الطبيعي الواسع. خصوصا ان انا عايشة بقالي 18 سنة في القاهرة، يعني كلها خرسانة. فلما رحت بالي طبيعتها لسه شايفة أخضر طول الوقت، شايفة احتفاء للناس بالزهور، الورد في كل حاجة، حتى بيحطوه على التماثيل. ماكاسار جزيرة إسلامية وبالي هندوس.
فكنت بشوف الجزيرة الهندوسية دي، فعندهم احتفاء بالجمال غير عادي. ارت وورك بيتحط على الجدران في الشارع الرئيسي كله الجانب اليمين منه ازاز، وكل ورا الازاز ده انت شايف الفنان في الاستوديو بتاعه بيشتغل في جزء، والجزء الثاني فن معروض للناس، وسمتايمز بيحطوه على الجدران بره. وانا ماشيه في الشارع الجميل ده في الجنه دي، دخلت محل بتاع مشغولات يدويه، الناس مبتسمين جدا برغم الفقر. ودي حاجة تانية فهمتها، ان الفقر ملوش علاقة بالسعادة. يعني دايما كنت بقول المصريين حزانة كتير لان هم فقراء، فشفت نوع تاني من الفقر ما بيمنعش البني ادم طول الوقت مبتسم. فكنت بقول لهم البلد دي على طول بيضحكوا مفيش حد زعلان خالص. فدخلت المحل صغير بتاع المشغولات اليدوية، ما شفتش البنت، يعني شفت محل صغير قوي مشغولات معروضة. لقيت البنت قاعدة تحت المكتب الصغير، راسها تحت المكتب، وسمعاها بتعيط بشدة. فوقفت في اللحظة دي أتفرج على المكان ومستنيها تخلص، يعني تخرج من الحالة اللي هي فيها، عشان عايزة أشتري شنطة. فأول ما خلصت رفعت راسها، واول ما شافتني برغم ان وشها كله كان مليان دموع، لانها على طول رسمت ابتسامه جميله على وشها، فقعدت انا مبهوره ببص للوش المليان دموع وفي نفس الوقت هي مبتسمه. فبانجليزيه بسيطه جدا عرفت ان هي بتعيط ليه، الاغنيه اللي شغاله في الراديو. فقلت واو هو ده فعلا اللي بيتحلي من السفر، حالات دهشه بشوفها وحاجات بسيطة جدا ما بقتش تحصل اتليست في المجتمع، او يمكن ما بقتش اخد بالي منها بحكم الاعتياد. فانما بروح لمكان جديد بشوف الناس وبتعلم منهم، وحتى من دموعهم البسيطة اللي هي يعني في مصر ناس كتير بتعيط، يعني احنا بنحب الحزن جدا بس بنعيط لأسباب، يعني عندنا احتفاء بالبكائية عالي جدا. هما بتعيط في لحظة رومانسية جدا، هي سمعت اغنية وانفعلت معاه. أهم تجربة حصلت لي في بالي هي ورشة اشتغلت فيها مع الأطفال، ودي أكتر أهم 3 ساعات أنا عشتهم في بالي، في إبود تحديدا. أنا طلبت من المنظمين إن احنا أحب أشتغل مع الأطفال، أعمل لهم ورشة ستوري تيلينج. فقالوا لي طيب هتعملي ورشة ستوري تيلينج إزاي وأنتي ما بتتكلميش باليا أو بهاسا إندونيسا؟ قلت لهم هعملها ان انجلش ومش محتاجه كلام قوي، وممكن توفروا لو ممكن مترجم يبقى موجود. فعملت معاهم ورشه للحكي، هي بتعتمد تكنيك بستخدمه في شغلي مع الاطفال على استخدام الادوات المهمله ان احنا نحكي حكايه. قد تكون الزجاجه دي بعد ما تخلص ازاي وهي فاضيه كل واحد فينا يمسك الازازه ويحكي من خلالها حكايه. فاخترنا الثيم ان احنا نشتغل على اكياس الزباله، وكل طفل كان الحضور حوالي 25 طفل، كل واحد في ايده كيس زباله وبيستخدمه استخدام مختلف وبيحكي بيه حكايه مختلفه من خلال تكنيك انا اشتغلت بيه فيلدنكرايس، وهو بيشتغل على awareness through movement. والاطفال دول انا اتعلمت منهم كتير، يعني I was surprised هم ازاي بيستخدموا كيس الزباله، وبيستخدموه في حاجات مبهجه جدا رغم انه بالنسبه لنا احنا لا يعني اي شيء. لسه عندي وقت ارغي ولا خلاص؟ فانا بس لما طلبوا مني ان انا اكون موجوده معاكم وانا ما حضرتش اي حاجه، بس فكرت ان انا ممكن اشارككم بعض المشاهدات البسيطه والممتعه، واللي ان شاء الله يعني قريب هعملها في كتاب عن ادب الرحلات، احكي فيه المفارقات الكتيره جدا. يعني في المناقشه اللي قبل كده بيشار لمصر مثلا ان احنا دول الجنوب، لان احنا جنوب حوض البحر المتوسط. في افريقيا بيشار لنا ان احنا دول الشمال، في بعض الاحيان احنا دول الشرق، رغم ان يعني فمنين وانس انك بتغير موقعك في الخريطه بتغير تعريفك للمكان اللي انت فيه. والاهم من كده كمان من كل الرحلات والبلاد اللي انا عرفتها هو معرفته عن نفسي انا من خلال
الناس من عيون الناس الآخرين والثقافات التانية، وأعتقد دي أهم حاجة أنا بوصل لها في أي بلد بزورها. ميرسي جدا ليك، وأتمنى ما كنتش طولت عليكم. شكرا عبير. هلا نعطي الكلمة لندى غصن qui est la directrice du BAC, le Beirut Art Center. Bonjour, je vais parler en français. Je suis née en France, donc je parle mieux le français que l'arabe. Je représente Beirut Art Center aujourd'hui. En fait, moi, ça fait pas très longtemps que j'ai rejoint le centre, ça fait 11 mois. Avant, je travaillais dans le réseau français, institut, ambassade, etc. Et je suis très heureuse d'avoir rejoint cet espace indépendant dans mon pays d'origine. Parce que c'est une manière très différente de travailler et je pense que mon expérience leur apporte comme cette expérience m'apporte pour la suite. En fait, le Beirut Art Center a été fondé en 2009 par Lamia Jelej et Sandra Darer. Donc c'est une initiative personnelle à la base, en l'absence de tout soutien de la part de l'État libanais à la culture. Néant. À part le musée national qui est un musée de patrimoine, il n'y a pas de soutien à des initiatives culturelles. Donc c'est un centre qui vit en grande partie sur le mécénat et sur des dons privés de gens qui ont cette mentalité de soutenir l'art. Donc c'est un centre qui est réservé, enfin qui est dédié à l'art contemporain et à l'art contemporain, c'est-à-dire aux artistes et aux œuvres en lien avec le Liban et avec la région, disons, du Moyen-Orient. En général, la programmation est décidée par la direction du Beirut Art Center, mais il arrive aussi qu'on accueille des expositions. Donc notre espace se situe dans une zone un peu périphérique de Beyrouth. Il y a une librairie, un auditorium, une salle d'exposition, un café et un espace réservé aux expositions de design. On fait aussi en parallèle des expositions d'art. On organise aussi une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça dépend, des expositions de design, donc soit mode, bijoux, meubles, voilà, le design en général, ça dépend. Merci. Merci Nada. Alors, je voudrais vous proposer de lancer un petit peu un débat sur les pratiques, donc c'était un petit peu le thème, les pratiques culturelles. Alors, je voudrais juste je me permets de dire quelques mots. Quand on parle de pratiques culturelles arabes et méditerranéennes, en tant que chorégraphe tunisienne et faisant partie un petit peu de la première génération, donc c'est-à-dire je viens d'une époque où il n'y avait aucun réseau, aucune initiative ou très peu d'initiatives indépendantes, et que, en tout cas chez nous, tout reposait beaucoup sur l'État. Le monde arabe, d'abord, est complexe, bien entendu, et les politiques culturelles et aussi les politiques des gouvernements par rapport à la culture sont extrêmement différents. Donc, la pratique dans le monde arabe, c'est déjà un vaste sujet. Et si on devait faire un bilan un petit peu de, disons, ces 20 dernières années pour être comme ça, de manière de décider, qu'on prend une tranche de 20 ans, parce qu'en 20 ans, il y a quand même énormément de choses qui se sont développées. Le networking, donc énormément de réseaux. Les théâtres indépendants, puisque le premier théâtre indépendant qui a vu le jour, c'est en Tunisie, c'était en 1987, et depuis, il y a eu énormément de théâtres indépendants et de lieux qui se sont créés de par le monde arabe, et puis toutes les initiatives comme Safar, etc. Tout ça n'existait pas quand j'étais jeune et que j'ai décidé de rentrer chez moi et de commencer à travailler.
Donc les choses étaient quand même assez compliquées puisque nous dépendions uniquement du bon vouloir de nos gouvernements. Et du coup, c'est pour revenir un petit peu à ce qui a été dit ce matin dans la première session, aux échanges de coopération bilatérale entre les gouvernements, nos gouvernements, et bien entendu les pays étrangers, et notamment européens, et plus particulièrement en ce qui concerne le Maghreb, la France, et peut-être la Grande-Bretagne ou d'autres pays concernant la région moyenne-orientale. Donc, à cette époque-là, il était difficile, en tant qu'indépendant, de pouvoir avoir des rapports directs, d'abord avec les différents gouvernements étrangers qui étaient susceptibles de nous aider, puisque tout devait passer dans des accords de coopération bilatérale. Et puis, ça n'était pas spécialement souhaité par nos gouvernements non plus, soit pour des raisons politiques, puisque la plupart de nos pays souffraient de régimes dictatoriaux, ce qui est encore le cas. Dans certains pays, et puis simplement parce que je pense aussi que ça n'était pas imaginé comme ça, les rapports n'étaient pas imaginés comme ça. Donc aujourd'hui, il y a quand même, si je me pose en tant qu'observateur et praticienne aussi, je pense qu'il y a eu quand même un énorme chemin qui a été fait et qui a permis aux nouvelles générations de pouvoir avoir un lien différent. Ça a aussi aidé à mettre en place des projets. Parce que dans notre génération, les idées existaient, mais on avait beaucoup de mal. Mettre en place un festival indépendant à l'époque, c'était quasiment impossible. Donc, c'est arrivé petit à petit, tout ça a fait des bébés, que ce soit dans l'audiovisuel, bien sûr, je viens des arts vivants, c'est un secteur que je connais mieux, mais il y a aussi l'audiovisuel, le cinéma, la musique, tout ça a aidé énormément à une explosion. Malheureusement, nos gouvernements n'ont pas nécessairement suivi. Alors, c'est pas toujours pour des raisons politiques, ou disons que, ou alors oui, on pourrait placer à ce moment-là les raisons politiques comme des raisons, la raison fondamentale, mais dans lequel on mettrait politique, on mettrait les moyens, les structures, les moyens structurels, les visions culturelles au sens large. D'ailleurs, dans nos pays, on parle toujours et la pratique artistique est englobée dans El Saqafa. Et aujourd'hui, c'est très dangereux parce qu'on le voit en Tunisie, par exemple, dans certains pays. Aujourd'hui, on parle de culture chez nous, ça englobe, ça peut toucher l'atteinte au sacré, par exemple. C'est-à-dire qu'on englobe maintenant aussi le rapport au religieux. Donc on voit bien combien il y a une volonté, donc comme je le disais, parfois structurelle, etc., réellement souvent politique, de verrouiller, et puis très simplement l'ignorance. Donc si je me réfère à ce que disait tout à l'heure Ferdinand, on est bien loin d'un maire qui aimerait aider à un niveau territorial ou simplement de la ville, vu que nos maires souvent n'ont même pas l'imagination d'inventer de nouvelles manières de sensibiliser le citoyen à ne pas salir la rue, et que tout doit repasser par une centralisation à la capitale. Bien entendu, je parle de la Tunisie plus spécifiquement, et j'attire vraiment votre attention, mais vous le savez, que le monde arabe, c'est un morcellement extrêmement complexe, qui n'est pas du tout uniforme, et que peut-être ça a été aussi une erreur du regard de l'autre, qui a parlé du monde arabe de manière un petit peu globale, alors que à l'intérieur de nous-mêmes, si je reprends aussi ce que disait Ferdinand tout à l'heure, on n'a pas que le problème du regard que l'occidental peut avoir sur nous, quand tu prenais l'exemple du Front National. Aujourd'hui, nous avons des dérives chez nous. Une des pratiques de Narda, puisque je parle de la Tunisie, plus spécifiquement,
et de diviser la société aujourd'hui, la société tunisienne, sur la différence culturelle. Donc il y aurait aujourd'hui un Tunisien qui a droit de citer et un Tunisien qui devrait passer par une rééducation. Hein, on est un petit peu dans une vision à la chinoise. Je ne serais pas étonnée que ça arrive un jour. On nous mettrait dans des camps pour nous faire un lavage de cerveau parce que quelqu'un comme moi, par exemple, c'est pas tunisien. Donc ce regard, moi particulièrement, j'ai été habituée à chaque fois que j'allais en Europe, on passait devant moi, c'est pour ça que j'étais tunisienne, même dans ce genre de conférences, il fallait vraiment que j'écrive mon nom, qu'on vienne me dire vous êtes tunisienne, ah bon, c'est drôle. Bon, ça c'était le regard occidental. Aujourd'hui, c'est chez nous. Et donc, au niveau de la culture, il y a un très grand risque et il y a une grande dérive. Donc, si j'entends ce qui a été dit ce matin sur, encore une fois, une initiative française, parce que, bien entendu, la France a toujours une capacité je dis ça par rapport à peut-être d'autres pays européens, une capacité de prévoir un petit peu à l'avance comment elle pourrait rebondir et comment elle pourrait relayer, souvent dans le bien, parfois dans le mal, je me permets d'avoir un regard critique. Cette initiative dont a parlé Inès tout à l'heure, de remettre un petit peu, d'essayer comment dire, de mettre pas de l'ordre, de connecter, disons, les différentes initiatives qu'il pourrait y avoir, ça c'est formidable, mais il faut savoir que de l'autre côté, surtout dans les pays dits de la Révolution, on va vers des dérives qui étaient peut-être prévisibles, mais qui en tout cas ne sont pas du tout contrôlables. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Et donc, de plus en plus, moi, je pense que le problème se pose de cette diversité et peut-être que le débat sur les pratiques artistiques, je pense qu'il y a une tranche de vie qui est passée. Donc, c'est intéressant de regarder tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, puisque je disais, c'est assez subjectif comme choix. Et qu'est-ce qui nous attend ? Donc pour les pays qui ont fait la révolution, pour les pays qui sont dans des dérives islamistes et autocratiques, on est passé, nous en Tunisie, d'une dictature à un régime fasciste, enfin en tout cas le risque est là. À différents pays où les expériences sont très différentes. Il y a des pays qui sont en guerre aujourd'hui. Raza est en guerre. Tout ça, on ne peut pas l'oublier. Et de l'autre côté, le deuxième volet qui pourrait alimenter le débat, c'est que nous avons un regard sur vous aussi, sur l'Occident. L'Occident est en crise identitaire, crise économique, et ça touche la culture très fortement. Donc, je pense que chez vous non plus, la pratique artistique, elle va changer par la force des choses. Les institutions, bien sûr, elles sont costauds chez vous, bien plus que chez nous, les institutions publiques, mais les moyens et même les politiques, quand on voit qu'en France, avec un gouvernement socialiste, le budget 2013 de la culture a été coupé, il y a quand même un regard, et donc peut-être que vous avez aussi, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de créer réellement des ponts, parce que quand on parle de mobilité, ça n'est pas qu'une mobilité physique d'individus uniquement, de prendre un avion, faire un visa et partir, traverser des frontières, souvent des frontières qui sont en guerre, etc. Mais c'est aussi une circulation de l'esprit, une circulation, l'art c'est quelque chose qui est concret, et qui est en même temps impalpable et qui traverse les frontières. Donc il y a un côté transversal des idées, des émotions,
on parlait hier, certaines personnes ont parlé de censure. Oui, il y a la censure réelle, concrète de nos gouvernements, la censure qu'imposent aussi les contraintes économiques, mais il y a aussi l'autocensure. Et il y a aussi l'autocensure religieuse que nous vivons. Mais je pense que peut-être que vous avez aussi, peut-être qu'on pourrait en parler, c'est intéressant de voir aussi ce que les jeunes pensent, ceux qui donc ont bénéficié quand même, sont arrivés dans un terrain qui avait déjà été préparé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais peut-être que notre système D de survivance, parce que nous avons survécu. Moi, je parle des gens qui sont restés dans le pays, qui ont fonctionné malgré toutes les difficultés, qui ont refusé un diktat, non seulement imposé par leur propre gouvernement, mais aussi souvent par le bailleur de fonds occidental, qui ont refusé les diktats, de dire ok, on n'est pas dans l'assistanat, on n'est pas dans une nouvelle colonisation économique, où il y a un vrai partenariat, où c'est pas la peine. En tout cas, il y a des personnes qui ont résisté comme ça dans les pays, qui n'ont pas nécessairement accepté parce que c'était gratuit. Donc peut-être que le fait qu'on ait inventé, nous, des systèmes D, qu'on a appris à fonctionner avec très peu de moyens, en switchant parce qu'on a créé pendant les dictatures. On n'a pas seulement créé sans argent, on a créé pendant les dictatures, on n'est pas tous partis en exil, on n'a pas tous été jetés en prison, on n'a pas tous été bâillonnés, on a trouvé des moyens de fonctionner, et peut-être que c'est peut-être intéressant de lancer ce débat sur, oui, qu'est-ce que c'est à partir de 2013, qu'est-ce que c'est à partir d'aujourd'hui, les nouvelles pratiques euro-méditerranéennes et arabes. Voilà. أنا بس عندي مداخلة. يمكن أنا مش متفقة قوي مع كل الكلام اللي حضرتك قلتيه، وفي مش عارفة أنا واصلة لي الترجمة في جملة الانحرافات الدينية، مش عارفة هل هذا صح ولا لا. هو من المؤكد أني لا أنتمي للتيار الديني الإسلامي خالص في الدول العربية، ولكني مع ذلك أنا شايفاها هي مرحلة صحية جدا بتمر بيها الأمة، وهي أن احنا بنحط التيار الديني ده في حالة حكم كي نخلص منه. دي أول خطوة. بلس مع التيار الديني المتطرف اليميني واليميني المتطرف موجود في أوروبا بكل الممارسات، ولكن هم وضعنا حرج، بس هو شبه وضع العالم كله. احنا مش بس علشان عملنا ثورات شالت ديكتاتورية كنا أكثر قدرة على التعبير عن ذواتنا ولم نسجن، لا، كان في بعض كتير من الانتهاكات، وما زالت الانتهاكات موجودة، بس المجتمع محتاج شغل. وحاجة تانية كمان، طبعا مع احترامي لكل الانشيتيف المعمولة، اعتقد ان برامج التبادل بتبقى معمولة. طبعا انا جاية اتعلم، والمؤسسات الغربية لابد ان تساند المجتمعات في بلداننا، ولكن اكتر مع فتح مساحة ان احنا اتنين بنتعلم من بعض. يعني الحالة الأبوية دي أو السلطة من طرف للآخر، أنا شايفة أن المعادلات ابتدت تختلف. وحتى مع الوجود التيارات الدينية اللي أنا مش متفقة معاها خالص في منهجيتها، اللي أنا شايفة أن دي حالة صحية للمجتمع، ودي أولى أشكال الديمقراطية اللي احنا كنا بنطالب بيها علشان بنطالب بديمقراطية، والديمقراطية طلعت أولى أشكالها اليمين المتطرف يعبر عن نفسه، ولما يعبر عن نفسه الشارع بيكرهه، وبيعرف ان التحدث باسم الله مش هيجيب له لقمة عيش، فبنكسر تابو الدين كمان. فبس دي نقطة حبيت أقولها علشان يبقى فيه يعني. Thank you, Abir. Je ne pense pas que le débat, quand j'ai parlé, je ne voulais pas lancer un débat sur la religion parce que je pense qu'on devrait faire un autre colloque, c'est peut-être pas tout à fait le sujet. Quand je parle de religion, là, c'est parce qu'on parle de religion et de politique. Et on a des régimes qui se prétendent des régimes politiques et religieux. Donc sur ça, je pose parce qu'il y a un réel problème. Et parlant de la droite, oui, notre directeur de parti Narda compare Narda à la démocratie chrétienne occidentale. Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit il n'y a aucune attaque sur la religion. Il y a le fait de parler de... C'est un régime politique, donc on parle de politique. Voilà.
هي أنجي طلبت مني إن إحنا ما نطولش عشان نفتح المجال للأسئلة that's why نخلي بقية الحوار. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Alors en fait, je voulais rebondir par rapport à la question qui est soulevée, religion, politique, en partant de ma propre expérience. C'est qu'aujourd'hui, il y a une manipulation, certainement, on utilise la religion pour pouvoir arriver à mieux enfermer les esprits et les gens. Et je pense que peut-être il y a certaines personnes qui se rappellent ce qui est arrivé en Tunisie en juin, avec l'affaire d'une exposition à l'espace Abdelia. Et il y avait beaucoup d'artistes qui étaient menacés de mort, et j'en fais partie. Et à cette époque-là, donc, au nom de la religion, on a considéré qu'on a fait du mal à la religion. J'avais fait une performance qui n'a pas touché à la religion et qui n'a à aucun moment insulté ni le prophète ni quoi que ce soit. Donc le problème aujourd'hui, c'est que c'est aussi, ça tire des deux côtés. C'est qu'on utilise la religion pour pouvoir aller plus loin. Et comme je dis, on instrumentalise les artistes et l'art pour que la société reste encore dans une sorte de... ce que j'appelle moi une prison, une réelle prison où on ne va pas plus loin, où c'est redondant, où les mentalités restent encore les mêmes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que je voulais parler de la condition des femmes et des femmes artistes. Personnellement, je me retrouve dans une sorte d'impasse et de dilemme. C'est que mes performances sont dans la rue. Et comment je fais aujourd'hui pour pouvoir continuer à créer dans mon pays, alors que je suis menacée de mort. Donc il y a une forme de résistance qui se crée avec des collaborations sur place, mais jusqu'à quand? Donc à un certain moment, par exemple, j'avais fait une performance dans le cadre d'un festival, mais c'était encadré, il y avait de la sécurité, il y avait des gens qui sont là avec tous les artistes. Et si j'ai envie de sortir toute seule dans la rue, comment je fais? Donc c'est un réel problème pour la création, le dilemme par rapport à la religion. Encore plus, je suis une femme et qu'aujourd'hui, comme beaucoup de gens le savent très bien, on n'a pas de texte et surtout qu'on a un brouillon qui met la femme en tant que complémentaire. Je dirais que la femme tunisienne est vouée à disparaître et je n'exagère pas parce qu'elle n'existe plus. C'est-à-dire que 60 ans de droit sont balayés d'un coup et que si elle existe, c'est grâce à l'homme. Donc il y a des réels dangers et on ne peut pas prendre juste la religion et comme le mal absolu. Mais je pense aussi qu'elle a la manière dont on l'utilise pour pouvoir enfermer les gens est très présent dans nos sociétés arabes aujourd'hui. Merci Moufiza. Est-ce que les gens peuvent se présenter quand Victor Cousard, je travaille pour les pépinières européennes pour jeunes artistes et j'habite en France. Moi j'ai été dans ce que vous avez dit. Push. Plus près. D'accord. J'ai été marqué par ce que dans votre discours, quand vous avez parlé du système D, et je pense que c'est une bonne réponse parce que finalement, on vit tous dans des pays avec certains problèmes, des contextes économiques, sociaux, mais le système D a été une réponse dans beaucoup de pays, et de tout temps d'ailleurs. Et aujourd'hui, moi je vois l'émergence des économies solidaires qui finalement essaie de pérenniser ce que le système D avait trouvé comme solution pour certains problèmes du moment. Et peut-être que ces économies solidaires qui respectent l'individu, qui respectent les cercles de personnes, qui respectent l'écologie, peuvent être une première réponse à apporter à tous ces problèmes politiques et économiques en permettant de réhumaniser l'art. Et voilà, ce que je voulais dire en prenant la parole, c'est que c'est peut-être aussi un fil rouge, un des premiers fils rouges qu'on peut trouver entre toutes nos différentes nationalités, nos différents champs d'expression pour pouvoir avancer. Et
continuer à avancer, finalement à créer et donc à développer nos différentes activités. Merci. Oui, Ed. Oui, bonjour. Pardon. Je suis Gérald Dumont, je suis auteur et puis metteur en scène dans le Pas-de-Calais. Alors moi, j'ai pas bénéficié de la mobilité par Roberto Cimetta, mais j'ai une bourse du Nord-Pas-de-Calais de l'AIDE qui permet à des artistes de faire des travaux à l'étranger. Je voulais juste faire le point sur quelque chose. Il s'est trouvé que plusieurs fois, je suis parti à l'étranger pour des travaux personnels, pour des travaux d'études, soit pour faire des mises en scène, soit pour écrire à l'étranger. Et si je trouve qu'on a une responsabilité en tant qu'artiste à cette mobilité, et justement j'ai un projet sur le Moyen-Orient, c'est à notre tour de pouvoir partager ce qu'on a vu. Je pense notamment avec les jeunes. Je trouve, quand j'entendais parler Ferdinand tout à l'heure qui parlait de ses voisins Front National, j'avais presque envie de dire pour eux c'était trop tard, mais que nous en tant qu'artistes on a une parole qui rentre pas facilement dans les établissements scolaires. Alors je fais pas du tout de spectacle jeune public, mais par contre à chaque fois que je fais une création, je suis toujours suivi par une classe ou deux où ils assistent au travail avant que je parte, qui suivent pendant le voyage et qui me retrouvent sur le retour. Et je trouve que cette mobilité artiste est importante pour faire voyager ceux qui ne peuvent pas et ramener aussi autre chose que ce que les professeurs ou le système peut leur ramener sur les pays étrangers. Là, par exemple, sur le projet que j'avais actuellement, qui va sans doute tomber à l'eau, c'était avec un travail qui devait se faire sur Gaza, mais n'empêche que de pouvoir intervenir dans des établissements scolaires et de parler de la situation qu'il y avait là-bas, de pouvoir les mettre en lien avec d'autres établissements scolaires sur Gaza, et ben quelque part, c'est aussi, c'est un peu ce que disait Richard, c'est ouvrir sur l'autre de façon différente. Et je trouve qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Et c'est vraiment important d'avoir cette parole-là. Et nous, on est important pour ça, je crois. Voilà, c'est juste ça, ce que je voulais dire. Oui, mon nom est Raya Maziji. Je suis artiste visuelle. Et donc, l'après-midi, il va y avoir la projet. Oui, en fait, libanaise, française, canadienne. De père turc, donc je ne sais pas. Ok, et donc l'après-midi, il y aura la présentation de Femlink. Je suis une des artistes vidéastes qui font partie de la projection. Je voulais simplement revenir à ce que Madame Skandarani avait dit à propos de la religion. On ne parle pas de la religion, mais je voudrais ramener ce que vous avez parlé au concept de mobilité, parce qu'on parle de mobilité, et en quoi la mobilité est un vecteur de paix. Et ce que M. Ferdinand avait dit également, c'est que on a un microcosme au Liban, à Beyrouth. On a eu Beyrouth qui a été divisée en deux pendant la guerre. Donc c'était deux ghettos, deux parties, chrétiennes et musulmanes. Il n'y a pas eu du tout de mobilité entre les deux régions. Il y avait juste des périodes très courtes où il pouvait y avoir de la mobilité. Ça a fait que ça s'est reflété chez nous en une non-acceptation de l'autre religion. Donc quand on barricade des chrétiens d'un côté, d'un musulman d'un autre, et on fait un lavage de cerveau à ces gens-là, comme quoi l'autre religion n'est pas bonne, j'ai vécu peut-être 25 ans à croire des choses, et puis un jour, quand ça s'est ouvert, je me rappelle que j'avais 25 ans, j'étais pas très jeune, j'avais 22 ans, et donc là, ça me semble assez bizarre quand je m'entends dire à ma mère, je suis rentrée chez ma mère, je lui dis, tu sais, j'ai rencontré un musulman aujourd'hui, et tu sais, il est vraiment gentil. Donc, l'idée, c'est que quand on n'a pas eu l'accès à la mobilité dans une autre région, on ne connaît pas l'autre, qu'est-ce qu'il est exactement, c'est là qu'on crée les conflits. Donc, d'où je suis donc d'avis que la culture, l'ouverture à l'autre et la mobilité est certainement un vecteur de paix. Quand je vais vers l'autre, je me mets à la place de l'autre et je comprends finalement que moi, c'est aussi l'autre et l'autre, c'est aussi moi. Voilà.
Bonjour, je suis Khadija El Benaoui. Donc, je suis coordinatrice régionale Afrique du Nord Moyen-Orient pour le réseau ENIC, dont a parlé tout à l'heure Aurélien Chevalier et Julien Chunives. J'aimerais juste revenir sur la question que Nawel a soulevée tout à l'heure sur que le fait que les maires dans nos villes sont loin des maires dans les villes européennes qui tiennent à promouvoir leurs villes pour devenir des villes créatives. Je pense que vous parlez principalement de l'expérience tunisienne. Je pense qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des maires qui ont une volonté justement pour promouvoir leur ville. Je parle notamment donc des collectivités territoriales au Maroc et notamment la municipalité d'Amman. Mes collègues jordaniens peuvent me contredire. Et ma question, en fait, je pense qu'il y a une volonté, mais peut-être qu'il n'y a pas un savoir. Certainement, il n'y a pas un savoir. Je vois par exemple le Maroc qu'ils ont compris ça, mais ce qu'ils font actuellement, ça se limite à l'événementiel. Donc chaque ville, chaque région a son festival. Ils ont compris que par l'art et la culture, c'est vraiment le meilleur moyen de promouvoir leur territoire. Mais ils n'ont pas encore compris donc toutes les questions liées à l'impact économique, au développement durable, donc l'impact de l'art et de la culture sur l'économie et le développement durable. Et vous ne pensez pas que c'est notre devoir de faire ce travail d'éducation et de sensibilisation? Et ce que j'aimerais vraiment avoir comme retour des participants ici, c'est de réfléchir, de discuter comment on peut faire ça. Peut-être ce n'est pas l'espace, mais je serais vraiment intéressée à écouter vos feedbacks là-dessus. Voilà, merci. Ce séminaire est fait pour ça. أنا غسان سمان مدير منظمة المدن العربية. تم الحديث اليوم عن المدن والبلديات والسلطات المحلية لا باعتبارها بلديات، وإنما أصبحت في عالمنا اليوم حكومات محلية. أريد أن أشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى، الزميل الذي كان يفترض أن يأتي من الدنمارك للمشاركة في هذه الورشة لم يحصل على فيزا. من خلال تجربتنا، لو أن كل من يحتاج إلى فيزا أو تأشيرة الدخول تمت من خلال المعهد الفرنسي مثلا، أو من خلال بلدية بيروت، أو من أي جهة مظلة، بحيث تكون هذه الجهة هي المرجعية لكي نقضي على المخاوف المرتبطة بهذا الشخص أو هذا الزائر لدى الجهات الأمنية. وهذا ما نفعله في منظمة المدن العربية. عندما كانت الكويت محتلة من الجيش العراقي، دعونا عراقيين رؤساء بلديات إلى الكويت من خلال منظمة المدن العربية باعتبارها مكان موثوق، وأن عملها لا يرتبط بالإرهاب أو بالتفجير أو ما إلى ذلك. هذه نقطة. إذن لابد من مظلة كي نسهل على عملنا على المشاركين أو الراغبين، لأن السفر بدون تأشيرة سيبقى محليا. وهذا ما سوف نبحثه في الرباط في أكتوبر من عام 2013 عن المهاجرين وضرورة إزالة تأشيرة الدخول، خاصة من جنوب المتوسط وشرق المتوسط إلى أوروبا، لأن هذه معضلة موجودة. ونعمل مع شركائنا الأوروبيين والمنظمات المدن الإقليمية والمحلية والعالمية لمعالجة هذه الناحية. النقطة الثانية، بالنسبة إلى تونس، نحن كنا في زيارة إلى تونس بعد مرور عام وشهر على انطلاق الثورة. كنا في السابق نذهب إلى رئيس البلدية
إلى شيخ المدينة. هذه المرة قلنا ما دام هناك ربيع لنذهب مع وكالة التنمية الألمانية GIZ ومع وكالة التنمية الفرنسية AFD ومع United Cities and Local Governments UCLG المنظمة المدن العالمية. شكلنا وفدا عالميا يمثل السلطات المحلية، وذهبنا إلى تونس واتفقنا على التركيز على نقطتين: أولا على اللوكال ديموكراسي، وعلى ضرورة أن تعطى البلديات السلطات الكافية لإدارة شؤونها الداخلية. عندما ذهبنا إلى أحد الوزراء وكان شابا متحمسا وتحدث وكان في بعض الكلام عدم الترابط، خاصة في موضوع التنمية المستدامة. وعندما سألت زميلي التونسي إلى أي حزب ينتمي، قال لي لحزب إكس. قلت له أين كان يعمل؟ قال جاء بعد 10 سنوات من السجن إلى المركز الوزاري. إذن لا نحمل الثورات التي تمت أكثر مما تحتمل، لأن الربيع يجب أن يسبقه شتاء وصيف وخريف ثم ربيع. إذا كانت التسمية مستعارة نوعا ما، لكن لا نحملها أكثر مما تتحمل، لأن ما حدث أمر طبيعي. لأن من يعيش 50 سنة أو 30 سنة تحت نظام حكم شمولي لابد من أن يتهيأ لاستقبال فكر جديد قد يكون أشد من الذي مضى. لكن الزمن تغير، والشباب الذي صنع الثورة يضم الفنانين ويضم طلاب الجامعات ويضم المهندسين والمحامين وإلى ذلك. إذن لا خوف. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي المهمة: نحن في منظمة المدن العربية نعقد على مدار العام 5 إلى 6 ورش، ولدينا في تونس مؤسسة في جمعية تونس العتيقة اسمها مؤسسة مدن العربية للمدن القديمة والتراث. وكان اليوم مفروض أن أذهب إلى تونس بإلحاح من جهة يهمها أن يأتي الكلام خارجيا كي تستعين به على عقلية مثلا في حزب النهضة، وهي تأسيسية الدستور. ولكنني اعتذرت لأنني مرتبط في هذا العمل. أريد أن أقول بأن وزارة الخارجية الفرنسية موجودة هنا، ومنظمة المدن العربية التي تضم 600 مدينة عربية من جيبوتي إلى السودان إلى المغرب إلى السعودية إلى كل أنحاء العالم العربي. ونحن نرتبط بمذكرات تفاهم مع وكالة التنمية الفرنسية من خلال وفد زارنا في الكويت، باعتبار أن المنظمة مقرها في الكويت. ونحن نرتبط بمذكرة تفاهم مع منظمة المدن الفرنكفونية، وكان لنا مؤتمر عربي فرنكفوني في باريس برعاية جاك شيراك والصديق برتراند ديلانوي عمدة باريس. إذن هؤلاء الشباب الموجودون هنا كما سمعت من عبير
نحن سنعقد مؤتمرات. نحن ذهبنا إلى نانجين في الصين، ثم ذهبنا إلى فيتنام. فنحن نرحب عندما تكون لدى أي منكم رغبة بأن يسافر، نحن مستعدون لدعوته وتحمل إقامته، لأننا بذلك نسهم كما قلت بالأمس بأن عملية التنمية المستدامة هي عمل لا يقتصر على الوظائف، وإنما يقتصر على تنمية الفكر وتنمية الفن وتطوير الاقتصاد وما إلى ذلك. وأنا أعتقد بأن هذا المؤتمر المهم بالنسبة لنا هو التشبيك الذي يمكن أن ننجزه مع وزارة الخارجية الفرنسية، مع منظمة المدن العربية، مع صندوق سفر، مع استكشاف، لأن هذا هو الذي سيبني على الخطوات التالية. وشكرا. شكرا. Oui, je suis désolée, mais Monsieur le Président me dit qu'on est en retard déjà d'une demi-heure. Alors peut-être on pourrait reprendre le débat après. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu répondre, qui ont envie de répondre, on va faire une pause café, c'est ça? Et on doit continuer sur le programme, mais il y a l'atelier cet après-midi. Donc voilà, on peut relancer le débat.